Aujourd'hui, ensemble ce matin pendant une petite heure, 1 heure et demie, pour échanger et pour vous présenter avec Camille Bossé, Bonjour. que vous ne connaissez pas encore, qui est une nouvelle consultante G-Réseau, fraîchement arrivée, qui va venir dans le pôle fonction publique pour apporter et prêcher la bonne parole et accompagner les employants publics en droit de la fonction publique et qui démarre sur les chapeaux de roue en co-présentant avec moi la thématique donc de la négociation collective, de la mise en œuvre de la négociation collective dans le versant hospitalier de la fonction publique. Quant à moi, je pense que la plupart me connaissent. Donc Florent, qui est le responsable du pôle fonction publique de G-Réseau, dans lequel on fait de la formation et du conseil. Et puis, je fais aussi par ailleurs un petit peu de contentieux en droit de la fonction publique. Bonjour Camille, bienvenue. Merci Florent. Bonjour à tous. Alors, on est dans un contexte qui est celui de la loi de transformation de la fonction publique, d'août 2019, mais qui va venir renforcer et mettre sur le devant de la scène une nouvelle façon d'organiser le fonctionnement des établissements et notamment avec un renforcement du dialogue social dans la fonction publique. Elle vient rénover et modifier plusieurs paradigmes anciens. Le principe de participation des fonctionnaires à l'action de l'administration reste bien entendu en place, mais on nous dit clairement maintenant que cela s'exprime différemment, puisqu'on a d'une part la création du CSE avec entre guillemets la fusion du comité technique et du CHSCT. On a une diminution, enfin disons un redéveloppement, une redéfinition des compétences de la commission administrative paritaire qui va plutôt se concentrer sur des décisions individuelles défavorables, mais qui est vraiment sur l'individuel. On a une mise en exergue du dialogue social avec, d'une part, la question, une mise en exergue du dialogue social dans le pilotage d'établissement, d'une part, avec la question de la mise en place obligatoire de lignes directrices de gestion en ce qui concerne la carrière et le recrutement et la GPMC. Donc, j'espère que vous avez tous rédigé maintenant des belles lignes directrices de gestion, éventuellement en concertation avec les organisations syndicales. De toute façon, il faut leur avis pour les lignes de direction obligatoires. Mais on a un nouveau découpage de la négociation collective, avec en plus une utilisation de cette négociation collective qui a trouvé un joli terrain avec le Ségur de la santé, qui est un accord en tant que tel d'ailleurs, qui est une forme, qui est le résultat d'une négociation avec les représentants du personnel au niveau national. On a d'autres accords, comme celui du télétravail, et puis on a aussi l'utilisation de cette notion de négociation collective de manière obligatoire, voire optionnelle, dans la mise en œuvre du droit. On le retrouve par exemple sur un autre chantier que vous allez mettre sur votre to-do list, c'est le chantier de la protection sociale complémentaire. Et donc, Florent, la négociation collective existait donc déjà dans la fonction publique? Oui, en effet, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà au niveau national. On a déjà des accords au niveau national. Le premier accord, d'ailleurs, qui a été signé au niveau national dans la fonction publique, dans le cadre d'une réglementation structurée avec une obligation de faire derrière, à la suite de la loi sur le dialogue social de 2010, c'est l'accord sur l'égalité femmes-hommes. Qui date de 2011 et dans lequel on voit aujourd'hui encore la mise en œuvre, puisque c'est le fait de toujours prendre en compte, non seulement de promouvoir l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi de tenir compte de cette égalité dans l'ensemble des dispositions. Si je prends les élections professionnelles, qui est
sur votre calendrier aujourd'hui, la proportionnalité, c'est aussi une forme de traduction de cet accord. Si je prends le plan d'égalité femmes-hommes, c'est aussi une forme de traduction de cet accord. Donc ça existait déjà. Ça, simplement, avec la loi de transformation de la fonction publique, il y a eu deux objectifs. C'était d'une part d'étendre cette négociation collective au niveau local. Et deuxièmement, c'est aussi d'en faire un outil privilégié du dialogue social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cas où la négociation collective est expressément prévue, il y a des cas où c'est possible, mais il y a de grandes chances qu'on ait une multiplication des cas de négociation collective, entre guillemets, rendus quasi obligatoires dans la mise en œuvre, notamment de la gestion des ressources humaines. Alors, les objectifs dans ce petit temps entre nous, c'est de connaître le cadre juridique de la négociation collective et puis de vous donner quelques petites recettes aussi, quelques petits éléments. Je m'appuie pour avoir construit ce support et sur mes propos sur différents éléments. Premièrement, bien sûr, le Code général de la fonction publique. Deuxièmement, l'ordonnance du 17 février 2021 sur la négo et le décret d'application. Et troisièmement, le guide d'appui à la négociation collective dans la fonction publique hospitalière, avec le lien que je vous invite à aller voir, qui donne pas mal de recettes pratiques sur la mise en œuvre et qui a été rédigé par des gens très investis comme le DRH du CHRU de Tours, M. Rouget, ou M. Olivier Mérieux du cabinet Plein Sens, avec qui j'ai pu déjà intervenir d'ailleurs sur la question. Alors, avant de rentrer dans la négociation collective dans la fonction publique, je vous propose de vous rappeler qu'est-ce que c'est que la négociation collective telle qu'elle est définie au niveau international par l'Organisation internationale du travail. C'est toutes les négociations qui ont entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales en vue notamment de fixer les conditions de travail et d'emploi. Alors, la négociation collective, ça renvoie à une notion juridique. On parle souvent de négociation quand on discute entre nous pour savoir dans quel resto on va aller dîner. Quelque part, c'est une négociation. Mais dans le droit du travail et plus particulièrement dans le droit de la fonction publique, quand on parle de négociation collective, l'objectif d'une négociation collective, c'est d'obtenir un accord. Un accord, et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est un accord qui aura une force juridique. Alors, pas toujours, dans les cas où ce n'est pas les cas de négociation qui sont prévus par l'ordonnance, il n'y aura pas de force juridique intrinsèque, mais dans les autres cas, ces accords seront opposables. C'est-à-dire que si je signe un accord avec les organisations syndicales, eh bien, je vais devoir m'y tenir et je vais éventuellement être obligé par le juge administratif à mettre en œuvre cet accord. Comment ça s'insère dans le dialogue social de manière générale? J'ai repris ici la pyramide du guide de la négociation collective, qui est extrêmement parlante. On a le niveau d'information, c'est-à-dire que je vais communiquer l'information, une consultation, c'est-à-dire que là, on va avoir des échanges, éventuellement un débat qui, s'il est important, donnera lieu à une concertation. Dans la consultation, on peut aussi avoir des avis. Donc ici, on est sur le dialogue social tel qu'il existe en fait aujourd'hui avec le CTE, le comité technique d'établissement, et tel qu'il va être repris par le comité social d'établissement. La négociation collective au-dessus, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne se fait pas dans le CSE. Elle ne se fait pas nécessairement avec les mêmes personnes que le CSE. Elle se fait avec les organisations syndicales, on va y revenir, qui sont représentatives, c'est-à-dire qui ont au moins un siège au CSE, mais elle ne se fait pas nécessairement avec les élus du CSE, on va y revenir. Et l'objectif d'une négociation collective, c'est donc d'essayer d'aboutir à un accord sur une thématique. Alors, un accord qui peut être un accord assez général et qui nécessitera une précision par une décision unilatérale qui elle-même devra être précédée de l'avis du CSE. Dans la réglementation, sauf un cas qu'on verra, le fait d'avoir un accord ne s'exonère pas du processus décisionnel qui prévoit
la nécessité de recueillir l'avis du CSE sur certaines thématiques. Donc, c'est un outil de dialogue social supplémentaire aux outils qui existent déjà et qui sont repris par le comité social d'établissement. Alors, que peut-on négocier? Ça, c'est un point important. Je vous rappelle que nous en sommes dans un environnement très, très différent du droit privé. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire. C'est un principe qui était dans le titre 1 de la fonction publique et qui a été bien entendu repris par le Code général de la fonction publique à l'article 1. Qu'est-ce que ça veut dire, cet élément-là? C'est que seuls les textes réglementaires lui sont applicables. L'employeur n'a pas le droit de procéder à une libéralité. Je ne peux pas, par exemple, donner une prime non prévue par la disposition législative à un fonctionnaire. Je ne peux pas non plus, par exemple, négocier un temps de travail inférieur à 1607 heures, ou moins, en fonction que je sois en repos variable ou au travail de nuit. Mais contrairement au privé, où je suis dans une logique du mieux-disant, où je peux quelque part négocier à peu près ce que je veux tant que c'est mieux que le code du travail, que mon accord de branche ou que mon accord d'entreprise, dans la fonction publique, je ne peux pas le faire. Je suis encadré par la réglementation. Et si jamais je vais contre la réglementation, eh bien, cet accord n'est pas légal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'hospitalière, pour éviter les débordements, on a mis en place un contrôle de conformité, et non pas de légalité, mais un contrôle de conformité des accords par l'Agence régionale de santé. J'ai des clients, j'ai eu les premiers retours de l'Agence régionale de santé qui posaient des questions sur l'accord en mettant en exergue que pour eux, il y avait un souci. Et donc, l'employeur répond sur les modifications qu'il va apporter à l'accord pour permettre que cet accord soit régularisé. Alors, ce qui est important aussi dans la loi de transformation de la fonction publique et l'ordonnance derrière, c'est que jusqu'à présent, vous avez sûrement déjà eu des accords, mais ces accords au niveau local étaient essentiellement des déclarations d'intention, une intention de faire, mais n'avaient pas de force contraignante. Et c'est ça qui change quand même pas mal les choses au niveau local, aussi au niveau national. On était dans cette limite juridictionnelle, des limites d'effet de l'accord. Par contre, même si l'accord a une force juridique qui se développe, c'est-à-dire qui va devenir opposable, il n'en reste pas moins que je dois toujours respecter la réglementation. Vraiment, l'article L1 du Code général de la fonction publique reste en place. L'employeur ne peut pas procéder à une libéralité, comme c'est le cas. Un exemple, l'employeur ne peut pas organiser le temps de travail que dans le cadre de la réglementation. Ici, dans un arrêt du Conseil d'État sur une décision unilatérale, le juge nous rappelle que les décisions qui confient au chef d'établissement le soin d'arrêter des cycles de travail après avis du comité technique ne l'autorisent pas à déroger aux règles édictées par ailleurs par le décret. On est exactement la même chose sur l'accord, la négociation collective. Je ne peux pas rentrer en contradiction avec la réglementation. Donc est-ce que ces dispositions, du coup, entrent en contradiction avec la négociation collective ou... Non, d'une part, le juge considère, comme je l'ai dit juste avant, que le protocole d'accord est une déclaration d'intention pour l'instant. Ça veut dire que l'agent ne pouvait l'invoquer devant le juge puisqu'il n'était pas contraignant. La consacration juridique de la négociation, notamment des critères pour faciliter, pour apprécier la validité des accords et le contrôle de conformité, ne remet pas en cause la situation statutaire et réglementaire de l'article L1. Le fonctionnaire reste dans une position statutaire et réglementaire. Et comme je le dis, je le répète, parce que c'est quelque chose de très important, je ne peux pas négocier de manière contraire à la réglementation. Je ne peux que respecter la réglementation dans la mise en œuvre de mes accords.
Alors, en ce qui concerne ce changement sur le dialogue social, il n'y a pas de changement sur les process et sur les avis nécessaires du CTE-CSE. Je vous l'ai dit, les avis restent nécessaires pour la prise en compte des décisions. Maintenant, qu'est-ce qui change dans le dialogue social dans la fonction publique? Eh bien, c'est l'élargissement des cas d'utilisation de la négociation collective, je l'ai dit. Là, le changement des niveaux de négociation et de la portée des accords, trois éléments. On a donc une habilitation dans la loi de transformation de la fonction publique pour pouvoir négocier. L'ordonnance en application de cette habilitation nous précise, quelles sont les autorités compétentes pour négocier, les domaines de négociation, l'articulation entre les différents niveaux de négociation et surtout, ce que je disais, les accords majoritaires qui disposent d'une portée juridique. Donc, les modalités de mise en œuvre ont été rédigées donc, par l'ordonnance du 17 février 2001 et par le décret du 7 juillet 2021, qui est un décret assez court finalement, puisque on va le répéter et le voir, les employeurs ont une certaine marge de manœuvre, liberté sur la mise en œuvre des accords collectifs. Et quels sont les domaines de négociation? Alors là, on a plusieurs types de niveaux. On a des domaines de négociation qui sont du ressort exclusif au niveau national et d'autres qui peuvent relever ou être déclinés au niveau local. Et donc, quand tu parles de niveau local ou national, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça recoupe? Alors, au niveau local, on va avoir les questions communes aux trois versants de la fonction publique ou propres à une fonction publique autant que telle. Les questions propres à un ministère ou à une catégorie juridique de collectivité territoriale ou d'établissement public. Les questions aussi relatives au corps ou cadre d'emploi. On rappelle corps à l'État, à l'hospitalière, la ville de Paris et cadre d'emploi dans la territoriale. Donc ça, au niveau national, c'est ici que j'aurai les négociations. Il n'est pas question de négocier sur le statut particulier des aides-soignants à l'hôpital. Tous les aides-soignants de France vont être gérés de la même manière. Et puis, au niveau local, on va avoir différents niveaux de négociation en fonction du versant de la fonction publique. Dans le versant hospitalier, c'est au niveau des établissements publics administratifs que la négociation va se faire et que l'accord va être signé, établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, bref, l'ensemble des établissements qui relèvent de l'article L5 du Code général de la fonction publique. D'accord, merci. Et je voulais savoir aussi, est-ce que la négociation nationale donne ensuite lieu à une déclinaison en local? Pas toujours, pas toujours et pas que, ça va dépendre. On va avoir des situations où je suis obligé de négocier au niveau local ce qui a été négocié au niveau national. Par exemple, le temps de télétravail, l'accord national du 31 juillet qui doit être décliné au niveau local. Après, quand j'ai des sujets qui concernent l'ensemble de la fonction publique, bien entendu, ça ne se traduit pas au niveau local. Par exemple, c'est au niveau national que je peux faire des négociations relatives à l'évolution de la rémunération et des pouvoirs d'achat des agents publics, notamment l'augmentation du point d'indice qui devrait arriver prochainement, tel qu'on nous l'a indiqué. Pour les autres thèmes, eh bien, les négociations vont s'engager à tous les nouveaux pertinents de l'organisation administrative, toujours dans le respect du principe de l'égalité. Et puis, on a aussi au niveau local des accords qui doivent décliner des accords de niveau supérieur. On y reviendra. L'exemple que j'ai donné, c'est celui du télétravail. Très bien. Et donc, quels sont les domaines qui peuvent faire l'objet de négociations? Alors, il y a ceux qui étaient déjà prévus par la réglementation, mais qu'au niveau national. Donc, on avait les conditions et l'organisation du travail, le temps de travail, le télétravail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, le déroulement des carrières et la formation professionnelle,
la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, l'action sociale, la protection sociale complémentaire. Donc ça, c'était déjà des domaines de négociation possibles, mais donc du coup au niveau national, ce qui change déjà, c'est que ces domaines-là vont pouvoir être négociés au niveau des établissements dans la limite de la réglementation. Qu'est-ce qu'on a en plus? Eh bien, on a la QVT, les modalités de déplacement entre le domicile et le travail, les impacts de la rémunération sur les conditions de travail, l'accompagnement social des mesures de réorganisation de services dans le cadre du décret du 20 septembre 2020, la mise en œuvre des actions en faveur de lutte contre le changement climatique. On peut négocier sur la RSE. Et je sais d'ailleurs que la NFH a plusieurs actions, enfin, au niveau Hauts-de-France, je ne sais pas, mais j'ai vu à droite à gauche que c'était quelque chose qui était encouragé. La promotion de l'égalité des chances et la reconnaissance de la diversité, la prévention des discriminations. Donc, par exemple, le dispositif de signalement des actes de harcèlement, de discrimination, l'apprentissage, l'intéressement collectif, donc par exemple la prime d'engagement collectif. Il y a une partie de la prime d'engagement collectif qui peut être négociée. Et l'évolution des métiers et des compétences. C'est intéressant parce que la liste des domaines de négociation est vraiment large. Est-ce que cette liste est exhaustive? Non, il y a la possibilité de pouvoir négocier sur tout autre domaine, dans le respect de la réglementation, et par contre, sans caractère opposable. Là, au niveau local, si je négocie sur un domaine qui n'est pas prévu, eh bien, je ne pourrai pas l'invoquer devant le juge pour en demander son application par l'employeur. Ah d'accord, mais alors GPMC, déroulement des carrières professionnelles, tout ça sont des éléments des lignes directrices de gestion. Et donc ça signifie qu'il faut négocier des lignes directrices de gestion derrière? Bien vu, Camille. En effet, on a une obligation de rédiger des lignes directrices de gestion. Alors, juste un petit rappel, une ligne directrice de gestion, c'est la formalisation par écrit de la mise en œuvre de l'action publique dans les limites de la réglementation. C'est-à-dire que déjà, la ligne directrice de gestion n'est pas limitée à l'ARH. Deuxièmement, il y a les lignes directrices de gestion qui sont rendues obligatoires par la loi de transformation de la fonction publique, mais je peux aussi avoir des lignes directrices de gestion qui ne sont pas rendues obligatoires. Et d'ailleurs, on a un arrêt récent du Conseil d'État qui requalifie une réponse à une question, d'une foire aux questions, en ligne directrice de gestion. Donc, tu vois, on est sur un outil juridique, une forme juridique qui est entre guillemets subie. Je suis sûr que vous avez tous dans vos établissements des notes ou des processus de gestion internes à l'ARH qui sont en fait des lignes directrices de gestion. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nécessairement avoir l'avis du CSE avant de prendre ces décisions-là. Il n'y a que 2 cas où j'ai une obligation d'avoir l'avis du CSE et j'ai l'obligation de rédiger des lignes directrices de gestion. C'est la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Donc, bon, je pense que vous maîtrisez ces notions maintenant, mais les CLDG ne sont pas, pour répondre clairement à ta question, négociés. C'est arrêté de manière unilatérale par l'employeur après avis du CSE. Alors, je tempère mon propos. D'abord, cette contradiction a été soulevée par la commission qui a relevé que la commission de l'Assemblée nationale qui a relevé que le dispositif nouveau relatif au LDG était défini par la loi d'une manière qui apparaît incompatible avec la conclusion d'accords collectifs dans les domaines qu'elles doivent traiter. Donc, la commission nous dit, elle appelle l'intention sur ce hiatus sur les domaines théoriques de négociation. Maintenant, pour moi, l'obstacle n'est pas tout à fait difficile à surmonter parce qu'on peut tout à fait négocier le contenu des lignes directrices de gestion. C'est-à-dire que je peux faire une négociation dans laquelle je m'entends
sur les processus de GPMC, de recrutement, voire même les processus en matière d'avancement, qu'ensuite je vais écrire dans mes lignes directrices de gestion ou reprendre dans les lignes directrices de gestion qui vont préciser cet accord. Et ces lignes directrices de gestion obligatoires feront référence à cet accord. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction. Une ligne de gestion reste obligatoire. Ça reste une décision unilatérale. Par contre, j'ai la possibilité de m'entendre sur son contenu, éventuellement par de l'accord. D'accord. Et donc, du coup, on est d'accord, dans le doute, il vaut mieux travailler avec les organisations syndicales pour rédiger ces lignes directrices de gestion qui restent, du coup, dans tous les cas, des décisions unilatérales de l'employeur. Tout à fait. De toute façon, la concertation pour la rédaction des lignes directrices de gestion me semble quand même être un élément important. Mais ce n'est pas de la négociation au sens premier du terme. Par contre, je peux éventuellement utiliser la négo sur le contenu pour ensuite retrouver les éléments de la négo dans les lignes directrices de gestion. D'accord. Et Florent, dans ton introduction, tu disais que la loi d'habilitation prévoyait plusieurs types d'accords. Oui, on a 3 types d'accords. On va avoir les accords qui comportent des édictions de mesures réglementaires, c'est-à-dire que c'est un décret. On va remplacer un décret par l'accord en tant que tel. La limite quand même, c'est que ça ne peut pas se substituer à des décrets pris après avis en Conseil d'État. Deuxième élément, je vais avoir des accords comportant des clauses pour lesquelles l'employeur a eu un engagement de faire. Donc, il s'engage à entreprendre des actions déterminées ou à prendre des décisions déterminées. Et enfin, j'ai les accords qui nécessitent la modification de la réglementation. Donc, la mise en œuvre de ces accords nécessite une modification réglementaire, éventuellement par décret, après avis du Conseil d'État. C'est 3 types d'accords qu'on peut avoir. Et dans tout ça, que peuvent négocier les établissements relevant du versant hospitalier? J'imagine qu'ils ne pourront pas négocier, par exemple, une augmentation du supplément familial de traitement ou... Non, ça, je sais que ça plairait pas mal, mais en effet, dans les établissements publics relevant de l'article L5, eh bien, on va négocier des accords qui sont dans des engagements à entreprendre des actions déterminées. Donc, on n'a pas de possibilité de prendre des accords qui modifient la réglementation. Ça, c'est qu'au niveau national. Donc, c'est des actions déterminées, on le verra, soit d'application de réglementation, soit de mise en œuvre du fonctionnement de l'établissement. Donc, on n'a pas de possibilité pour ces établissements d'édicter des mesures réglementaires. Par contre, les établissements publics relevant du titre 5, du titre 4, pardon, peuvent se voir contraindre à négocier, à tenter de négocier. Ce sont les accords cadres engageants, déjà. Donc, les accords cadres engageants, ce sont des accords qui sont signés au niveau national, qui sont soit interversants, soit pour un seul versant, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics qui en relèvent. Donc, ces accords-là vont obliger les employeurs à négocier au niveau local ce qui a été négocié au niveau national. Donc ça, c'est un type d'accord particulier. Après, on a un autre type d'accord particulier, mais on y reviendra plus tard, qui sont les accords de méthode. Et est-ce que l'établissement qui négocie sur une thématique alors qu'un accord existe doit respecter cet accord? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Quand j'ai un accord de niveau supérieur, eh bien, au niveau inférieur, l'accord conclu doit apporter toute précision utile pour la mise en œuvre de l'accord conclu au niveau supérieur, notamment les conditions concrètes de mise en œuvre au niveau local, en tenant compte des spécificités de chaque établissement. Et on peut aussi, à cette occasion-là, en améliorer l'économie générale, comme on dit,
dans le cas où les conditions locales le justifieraient. Et par stipulation essentielle, donc on entend l'esprit du texte, ce n'est donc pas une stricte répétition des accords qui ont été conclus au niveau national, qu'on décline ensuite au local, c'est ça? Exactement, hein, si un accord national est conclu, dans le cadre de son application locale, on peut adapter les mesures nationales, négocier la mise en œuvre de mesures différentes en fonction des actions qui existent déjà, rechercher une plus grande efficacité. Le mot d'ordre, hein, c'est la souplesse dans la négociation, sans aller à l'encontre des objectifs de l'accord conclu au niveau supérieur et dans le respect toujours des dispositions réglementaires. D'accord. Et donc là, ça c'est pour les domaines et les niveaux. Et à l'intérieur de ces niveaux, qui peut négocier? Alors, en ce qui concerne la possibilité de négociation, au niveau national, ce sont les organisations syndicales qui ont au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique ou qui ont un siège au Conseil supérieur de la fonction publique concernée. Et dans les établissements du titre 4, ce sont les organisations syndicales qui ont au moins un siège au CSE et le chef d'établissement ou son représentant. Du coup, hein, les élections professionnelles à venir, elles ont aussi un impact là-dessus. Si je n'ai pas de siège au CSE, je ne suis pas habilité à négocier et je vais ne pas pouvoir négocier. Et qui est à l'initiative de la négociation? Alors, là, tu poses une question intéressante sur la question sur la mise sur agenda de la négociation collective, comme on dit ça en sciences politiques. La mise sur agenda, c'est quand est-ce que on décide de lancer une période privilégiée de négociation. Donc, on a deux possibilités sur lesquelles je viendrai. C'est premièrement une initiative de la part de l'employeur et deuxièmement une initiative de la part de l'agent. Donc, j'ai l'initiative du processus. Je prépare une bonne négociation collective. C'est une négociation qui est préparée. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et s'entendre sur la thématique, les enjeux, l'état des lieux de l'établissement, les objectifs. Ensuite, on va préparer cette négociation jusqu'à une séance d'ouverture. Alors, qui est à l'initiative en tant que telle? J'ai deux autorités, comme je l'ai évoqué. Soit c'est l'employeur, l'autorité administrative, soit c'est les organisations syndicales habilitées à négocier qui ont recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés, 50% des suffrages exprimés parmi les organisations syndicales autorisées à négocier. Et comment se passe la procédure et dans quelles conditions? Alors, deux situations. Soit l'employeur il décide de lancer une période de privilégiée de négociation sur une thématique parce que c'est son bon plaisir. Et donc, du coup, il va convoquer les organisations syndicales à une première réunion de négociation. Soit ce sont les organisations syndicales représentatives qui ont recueilli au total au moins 50% des suffrages qui vont demander à l'autorité administrative d'ouvrir une négociation. Donc, l'autorité accuse réception dans un délai de 15 jours. Il invite par écrit les organisations syndicales pour une séance pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Et il me semble que l'autorité administrative n'est pas obligée de négocier. Non, hein, du tout. Il va notifier sa décision de lancer la période privilégiée de négociation aux organisations syndicales à l'issue de cette réunion de concertation. Sa seule obligation, c'est la réunion de concertation. Ouais. Et par contre, l'autorité administrative doit respecter des délais. Oui. Premier délai, c'est un délai de 2 mois maximum entre le moment de la demande de l'OS et le moment de la première réunion. Et le deuxième délai, c'est un délai de 15 jours maximum entre le moment où il y a eu la réunion et la notification de la possibilité ou de la pertinence de la négociation sur cette thématique
à ce moment-là. Est-ce que tu aurais des exemples ou un exemple qui pourrait correspondre à ce cadre? Oui, il est d'actualité. Par exemple, la possibilité de négocier sur la protection sociale complémentaire. L'ordonnance, vous le savez, contraint les employeurs publics à financer à au moins 50% la protection complémentaire santé, donc la mutuelle, à l'horizon 2026, pour les frais occasionnés par la maternité, la maladie ou les accidents. Alors, les accidents, je suis un peu dubitatif parce qu'on prend en charge tout, mais bon, hein, c'est comme ça que c'est rédigé. Donc là, j'ai deux solutions pour la mise en œuvre. Soit j'ai une décision unilatérale de l'employeur après avis du CSE, soit les représentants du personnel peuvent négocier à l'échelon local dans le domaine de la protection sociale complémentaire. Et les organisations syndicales peuvent demander l'inscription de cette question de la négociation. Et là-dessus, l'employeur pourrait, dans ce cadre-là, leur répondre aujourd'hui, après une première réunion de concertation, écoutez, on a le temps, ce n'est pas forcément encore le moment venu pour négocier là-dessus. On va déjà régler d'autres sujets qu'on a sur l'agenda et on verra plus tard la question de la protection sociale complémentaire, notamment à travers la négociation. Et Florent, pourrais-tu, s'il te plaît, nous résumer ces différentes possibilités de mise sur agenda? Oui, bien sûr. Hein. Donc, on a plusieurs possibilités. Premièrement, j'ai ce que j'évoquais, les négociations optionnelles. C'est-à-dire que là, j'ai l'employeur comme les organisations syndicales qui peuvent demander à ce que une négociation collective se lance sur une thématique particulière. Par exemple, je l'ai dit, possibilité de négocier sur la négociation sociale complémentaire ou la prime d'engagement collectif. Donc ça, c'est une négociation qui est optionnelle. Employeur et agent peuvent demander l'inscription de cette négociation sur l'agenda. Ensuite, j'ai des négociations qui sont obligatoires. Les négociations qui sont obligatoires, c'est celles que la réglementation oblige de négocier ou celles qui sont rendues nécessaires par un accord cadre supérieur engageant. Donc là, on a deux exemples qui existent. C'est le plan d'égalité femmes-hommes et le télétravail. Le plan d'égalité femmes-hommes, hein, c'est l'ordonnance sur la négociation sociale d'ailleurs qui le met clairement en avant. Lorsque 6 mois avant le terme du plan d'égalité femmes-hommes, je suis obligé de tenter de négocier. Alors, quand on parle de négociation obligatoire ici, on parle de tentative de négociation, c'est-à-dire que je peux très bien constater l'échec des négociations. Le télétravail, c'est l'accord sur le télétravail du 31 juillet 2021, qui est un accord cadre engageant et qui oblige les différents employeurs à négocier sur cette thématique. Et enfin, on a les accords qui sont nécessaires. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que la mise sur agenda, elle reste à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales. Ça, on est d'accord. Par contre, la mise en œuvre de la décision de gestion est conditionnée par un accord. S'il n'y a pas d'accord, je ne peux pas décider de mettre en œuvre la thématique. On a deux cas, l'annualisation du temps de travail et le repos en 11 heures. Je ne peux pas annualiser le temps de travail sans accord. Par contre, je peux faire un plan d'égalité femmes-hommes sans accord. De toute façon, c'est une obligation, le plan d'égalité femmes-hommes. Je peux mettre en place du télétravail sans accord. De toute façon, c'est une obligation. De toute façon, là aussi. Je peux mettre en place la protection sociale complémentaire sans accord, ou je peux avoir un accord, mais je ne suis pas obligé de tenter de négocier. Je peux le faire de manière unilatérale. Je peux mettre la prime d'engagement collectif, soit de manière unilatérale, soit après négociation. J'ai la liberté de le faire. Donc, différents types. Et puis ensuite, on a les négociations facultatives. Alors là, c'est très libre, notamment le forfait jour et la forfaitisation des heures supplémentaires, où là, je peux soit négocier, soit pas négocier. Ce n'est pas expressément prévu par la loi, mais on est dans les domaines généraux de négociation qui sont possibles. C'est intéressant. Et une fois l'opportunité de la mise sur agenda effectuée, j'imagine qu'il y a des moyens d'organiser les négociations.
Alors, donc c'est la deuxième partie, en effet, qui est celle de la mise en œuvre de la négociation collective. Donc, l'encadrement de la mise en œuvre de cette négociation collective me paraît important parce que plus j'ai un encadrement, une organisation, plus il sera facile pour moi de bien négocier. Hein. C'est comme un jeu, si les règles sont claires, eh bien, ça se passe mieux que si les règles ne sont pas claires. Alors, on a différents éléments. Premièrement, je vais y revenir, il y a la question de l'accord de méthode. Deuxièmement, en termes de recettes, il est vraiment très important qu'il y ait un état des lieux. Et dans l'accord de méthode, on peut tout à fait d'ailleurs prévoir qu'on va communiquer aux organisations syndicales les éléments permettant de pouvoir négocier sereinement, sachant que les organisations syndicales auront aussi accès à quelque chose qu'il faut là encore mettre sur votre agenda, c'est la base de données sociales. Et cette base de données sociales permettra justement de pouvoir avoir les informations permettant de définir les enjeux de la période privilégiée de négociation. Alors, je parle de période privilégiée de négociation parce que un des éléments qu'on va pouvoir encadrer, c'est justement la durée de la période de négociation et identifier le moment où on va considérer que c'est foutu et qu'on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente. Hein. Une négociation, c'est faire un chemin l'un vers l'autre. Hein. C'est pas d'obliger l'autre à venir et à le convaincre que j'ai raison de faire ça. C'est pas un combat, c'est un échange et on essaie de s'entendre et trouver une position de compromis là à laquelle les organisations syndicales et l'établissement adhèrent. Alors, pour que ça se passe bien, on a donc l'outil de l'accord de méthode. C'est un outil pour organiser hein, la vie de l'accord de méthode. L'objectif, hein, c'est de connaître les enjeux de la négociation, son objet et son calendrier, permettre la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'accord de méthode? On a une certaine liberté, mais on va retrouver les participants. Alors ça, par exemple, c'est un sujet. Les participants, je vous ai dit tout à l'heure, je t'ai dit tout à l'heure que peuvent participer aux négociations les organisations syndicales qui ont au moins un siège au CSE. Mais c'est pas parce qu'elles ont un siège que c'est nécessairement l'élu qui va participer à la négociation. C'est l'organisation syndicale qui négocie et l'organisation syndicale, elle peut très bien désigner un agent qui n'est pas un agent élu du CSE. Donc, déjà, de savoir quels sont les participants, aussi combien. Est-ce que je vais avoir autant de participants au négo qu'il y a de membres du CSE ou pas Est-ce que, au contraire, je vais avoir un nombre équivalent? Est-ce que je définis un nombre en fonction du prorata du résultat des élections? Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait indiquer et préciser dans l'accord de méthode. Deuxièmement, dans l'accord de méthode, on peut définir les principales étapes du déroulement des négociations, la durée, combien de réunions de négociation il va y avoir et comment on va avancer sur ces négociations. Les moyens éventuellement supplémentaires qui sont communiqués aux organisations syndicales, de la formation sur une thématique, le recours à un intervenant expert et d'éventuelles communications de documents ou bref, les moyens supplémentaires qu'on va mettre en place.
les moyens de communication entre les parties. Quand est-ce que je communique les documents? Est-ce que je les communique en amont? Combien de temps en avance? Est-ce que j'ai une adresse dédiée? Comment je communique entre les organisations syndicales et l'employeur? Et puis, ça peut être bien de rappeler les droits et obligations des participants, notamment en matière de discrétion, de loyauté et d'honnêteté. Et on peut aussi se dire qu'on va d'emblée déterminer la composition du comité de suivi et éventuellement le caractère expérimental ou des accords. Et il n'y a pas de limite. La loi n'impose aucun formalisme quant aux modalités de préparation, de conduite et de conclusion des accords de méthode. Il y a une grande liberté qui est laissée à l'employeur. Il n'y a même pas de définition, comme dans le droit privé, des éléments qu'on doit retrouver dans l'accord de méthode. On nous dit, on peut conclure des accords de méthode, point, débrouille-toi avec ça. Donc, une grande liberté. Alors, une grande liberté à la fois sur le contenu, mais aussi sur la portée. J'ai plusieurs possibilités. Soit je peux faire un accord cadre commun à toutes les négociations qui sont engagées. Donc un accord de méthode en disant voilà, la négociation collective au sein de l'établissement, ça se passe comme ça. Je peux aussi négocier un accord spécifique au cas par cas. Et enfin, je peux faire un petit peu des deux, c'est-à-dire négocier un accord cadre et un accord spécifique au cas par cas pour préciser le champ, les modalités d'application de l'accord cadre à la négociation. Je ne suis pas obligé de faire un accord de méthode. Et si je ne fais pas d'accord de méthode, je peux tout à fait prendre une décision unilatérale d'organisation de la concertation. Ça me paraît bien. De toute façon, que ce soit par l'accord ou par la décision unilatérale, d'organiser la négociation de manière à éviter qu'il y ait des dysfonctionnements et des errances sur le fait de mener les négociations. Le but, c'est que ça soit fait dans des conditions qui soient claires. Alors, comme je le disais, on a plusieurs types d'accords. Les accords qui déclinent des dispositions réglementaires, les négociations qui déclinent des dispositions réglementaires ou des engagements de faire obligatoires, les négociations qui sont nécessaires à la déclinaison des dispositions législatives ou réglementaires. Là, j'ai une question justement par rapport à la sécurisation des organisations et de l'environnement de travail où l'ARS rappelle à la FHF que on doit négocier sur cette sécurisation des organisations et de l'environnement de travail. Et ça, c'est tout simplement le fait que l'accord du Ségur de la santé est un accord cadre engageant. C'est-à-dire que on a négocié des choses dans le Ségur de la santé qui entraînent l'obligation de tenter de négocier. Alors attention, c'est toujours l'obligation de tenter de négocier. Ce n'est pas l'obligation d'avoir un accord. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir un accord, étant donné que si je n'ai pas d'accord, je ne peux rien signer. Simplement, dedans, dans le Ségur, la rédaction de l'accord du Ségur fait que la plupart des principes, des éléments du Ségur de la santé, est un accord cadre engageant pour les établissements. Il faut faire la différence, encore une fois, je le répéterai, entre d'un côté la tentative de négociation et de l'autre côté l'avis du CTE. La tentative de négociation, c'est le fait que je suis obligé de lancer une période privilégiée de négociation sur telle ou telle thématique et d'essayer de négocier. J'arrive à un accord, champagne. J'arrive pas à un accord, tant pis. Je prends éventuellement ma décision unilatérale. Il ne faut pas confondre ça avec le recueil obligatoire de l'avis du comité technique d'établissement aujourd'hui, du CSE demain, qui est un élément du processus décisionnel qui conditionne la légalité d'une décision derrière.
D'ailleurs, c'est tout à fait la question que tu as posée, Camille, tout à l'heure, sur l'articulation entre la négo et les LDG. La déprécarisation, la stabilisation de l'emploi, qui a un succès très relatif d'ailleurs, hein, puisque je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais j'ai constaté que dans beaucoup d'établissements, on avait un certain désamour pour la titularisation, voire pour le CDI, avec moins de candidats à la titularisation, voire moins le CDI. Mais quoi qu'il en soit, dès 2019, il y a des employeurs qui ont donc, avant les accords du Ségur, rédigé dans leur ligne directrice de gestion un processus de stabilisation de l'emploi et de lutte contre l'emploi précaire. Le Ségur me dit que je dois négocier là-dessus, alors que j'ai LDG. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tenter de négocier là-dessus. Une fois qu'on a la négociation, retrouver ces éléments de négociation dans les lignes directrices de gestion qu'on va modifier, puisque je vous le rappelle que les lignes directrices de gestion sont signées, obligatoires, sont signées pour 5 ans maximum, et qu'elles peuvent être modifiées au fur et à mesure. Donc non, l'avis du CTE ne signifie pas qu'on a négocié. L'avis du CTE ne signifie uniquement que les membres du CTE ont donné un avis favorable à votre plan d'accès à l'emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura eu une négociation en amont. Il faut bien faire la différence entre les deux, entre la négociation et l'avis du CSE. D'ailleurs, hein, du fait du quotient électoral et de la répartition à la plus forte moyenne, du fait aussi du pourcentage de poids des organisations syndicales, je peux très bien avoir une situation où j'ai un accord qui est signé par des OS représentant au moins 50% des suffrages exprimés et de l'autre côté un avis défavorable du CSE. Si j'ai une OS qui a juste 50%, qui a signé l'accord, mais du fait de la règle de la plus forte moyenne et du quotient électoral, elle se retrouve à avoir pas la majorité des sièges. On peut avoir cette situation-là. Il y a aussi des positionnements politiques où je vais avoir un accord et de l'autre côté, en CSE, je dis non. Bon, c'est un peu bizarre, hein, mais ça peut aussi arriver. Donc, il ne faut pas confondre les deux. L'avis du CSE ne signifie pas que j'ai eu un accord. La négociation qui se concrétise par un accord, l'accord, c'est un acte juridique qui a des effets. Alors, je peux aussi négocier de manière facultative sur toute autre thématique, soit que ce soit des thématiques qui sont des thématiques dans la liste, soit, comme on l'a vu, je peux négocier sur ce que je veux. Simplement, il n'y aura pas de portée juridique des négociations qui sont hors liste de possibilités de négociation. Aurais-tu des exemples à nous donner, s'il te plaît? Avec plaisir, Camille Bossé. Premièrement, eh bien, on a une négociation possible à l'initiative de l'employeur ou de l'OS, qui est la prime d'engagement collectif. Je ne sais pas si vous avez commencé à travailler sur cette question-là. C'est vrai que ça peut peut-être être plus adapté aux établissements publics de santé, mais bon, hein, c'est donc la prime d'engagement collectif. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en fonction des objectifs prioritaires qui sont identifiés par l'établissement, de pouvoir donner une prime lorsque des agents ont été à l'initiative d'un projet qui a plusieurs agents, éventuellement de plusieurs métiers, qui vont se mettre ensemble pour un projet particulier. Donc, les modalités de mise en œuvre de cette prime d'engagement collectif, que ce soit sur l'éligibilité des projets à la prime d'engagement collectif par rapport aux objectifs prioritaires, que ce soit le process d'éligibilité des projets, que ce soit aussi le montant de la prime qui sera versée au terme du projet, ou en cours de projet si d'aventure il est pluriannuel, qui sont là aussi pour garantir la transparence sur l'ensemble du processus. C'est une décision unilatérale de l'employeur qui est prise sur cette organisation après avis du CSE. Et donc là, la loi prévoit expressément que je peux négocier les indicateurs qui définissent les objectifs prioritaires et les indicateurs de résultats. Donc, je peux définir ces objectifs et ces indicateurs, soit à la demande des OS, soit à l'initiative de l'employeur. Mais cette négociation sur la prime d'engagement collectif n'empêche pas la nécessité d'avoir l'avis du CSE ou du CTE aujourd'hui sur la décision unilatérale. Vraiment, on a une différence entre la négociation qui est menée et derrière l'avis du CSE nécessaire pour la prise de décision. L'employeur peut-il être contraint de négocier?
Oui, il peut être contraint de négocier, mais ce n'est pas en fonction d'une volonté des organisations syndicales, c'est en fonction de la nature de la négociation. Donc, on va avoir des obligations législatives de tenter de négocier, qu'on a déjà vu, et que je répète, c'est premièrement la question du plan d'égalité femmes-hommes, puisque la réglementation prévoit expressément que 6 mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action d'égalité femmes-hommes, l'employeur doit proposer à l'ensemble des OS l'ouverture d'une négociation pour l'élaboration du prochain plan d'action. Dans ce cas-là, le plan d'action, il est, si jamais j'arrive à avoir un accord, c'est ce plan d'action qui sera défini dans l'accord. Donc là, c'est le seul cas où l'accord va venir se substituer à la décision unilatérale et va être le plan d'action, le plan négocié, constituera le plan d'action au sens de la réglementation. D'accord, donc on a bien compris, les dispositions réglementaires peuvent obliger un employeur à négocier. Est-ce qu'il y a d'autres situations où l'employeur a cette obligation de négocier? Oui, on a eu un second cas et que je viens d'évoquer avec les accords du Ségur ou l'accord sur le télétravail, c'est les accords cadres de niveau supérieur. Donc, par exemple, l'accord sur le télétravail du 31 juillet, cet accord, non seulement il va nous dire que les employeurs locaux doivent négocier sur la base de la réglementation sur le télétravail, mais il nous dit même quelle est la durée de l'accord conclu qui est à durée indéterminée. Puisqu'un accord peut être à durée déterminée ou indéterminée, on va y revenir et on va surtout évoquer la question qui est posée sur l'éventuel changement de majorité entre aujourd'hui et le 1er janvier 2023 à l'issue des élections professionnelles à venir. Mais quoi qu'il en soit, l'employeur public a l'obligation de tenter de négocier sur le télétravail. S'il arrive à négocier, c'est un CDI. Et donc, l'accord engageant nous dit que normalement, des négociations auraient dû être engagées au plus tard, avant le 31 décembre 2021. Donc, obligation de négocier. D'ailleurs, c'est les employeurs des 3 versants sur cette thématique-là. Donc là, obligation de, attention, tenter de négocier. C'est vraiment, il y a une différence entre tenter de négocier et la négociation effective. Est-ce qu'il y a des situations où un accord est nécessaire? Oui, comme on l'a déjà vu, je le répète, j'ai des cas où la négociation est obligatoire, c'est-à-dire que sans accord, je ne peux pas le mettre en place. J'ai 2 cas, l'annualisation du temps de travail, qui est décidé par le chef d'établissement après accord avec les organisations syndicales représentatives et une obligation réglementaire, le repos de 11 heures. Par dérogation, je peux passer en repos de 11 et non de 12 heures par décision du chef d'établissement après accord conclu avec les OS. Là encore, j'ai l'accord, mais j'ai quand même la décision unilatérale. Cette décision unilatérale qui est précédée de l'avis du comité social d'établissement. Et enfin, dernier type d'accord, ce sont les accords dits facultatifs. Donc, par exemple, l'extension du forfait jour, la forfaitisation des heures supplémentaires, le plan de titularisation de sortie de crise et l'harmonisation des modalités de recours au pool de remplacement, toutes thématiques relevant de la liste des domaines négociables qui, ces thématiques facultatives, dans le cadre du Ségur, eh bien, l'employeur doit se mettre à la négociation sur certaines thématiques, notamment la déprécarisation qui est déjà souvent prise en main par les employeurs. Et que doivent comporter ces accords? Alors, la composition des accords, elle est très simplement prévue par la réglementation. Premièrement, leur calendrier de mise en œuvre. Deuxièmement, leur éventuelle durée de validité, puisque un accord n'a pas nécessairement de caractère indéterminé, il peut être temporaire. Alors, est-ce que, pour répondre à la question, le fait que j'ai des organisations syndicales qui auraient signé un accord en 2022
mais qui ne serait plus représentative à la suite des élections de 2022. Est-ce que ça change quelque chose sur la portée des accords? Que nenni. Un accord signé à durée indéterminée ou à durée déterminée, il va avoir ses effets jusqu'au terme de cet accord. Donc, si c'est à durée indéterminée, il n'y a pas de limite. Si c'est à durée déterminée, ce sera jusqu'au terme normal de l'accord. Par contre, les éventuelles nouvelles organisations syndicales pourraient demander l'inscription sur l'agenda à l'employeur d'une modification des accords qui auraient déjà été signés parce qu'elle estime qu'elle n'était pas d'accord ou il n'y a pas vraiment de conditions, mais elle peut le faire dans le cadre d'une petite procédure qu'on va voir dans quelques instants. Et quelles sont les conditions pour que l'accord soit valide et applicable? Alors, d'abord, pour que cette dernière partie du processus lié à la négociation collective, donc après la mise en agenda, la mise en œuvre de la négociation avec un éventuel accord de méthode, avec des réunions de négociation, j'arrive ensuite au terme, j'ai deux possibilités. Soit, je n'ai pas réussi à avoir un accord, et donc je constate la carence, l'échec de la tentative de négociation. Donc, ici, à la FHF, il vous propose d'appeler ça le relevé de désaccord. Soit, si jamais j'ai réussi à avoir un accord, je vais pouvoir le faire signer par l'autorité investie pour nomination, le chef d'établissement ou le directeur général. Et les organisations syndicales, ceux qui signent, ce ne sont pas les membres. Ce qui signe, c'est une OS et elle signe en apportant le poids du résultat des élections. Alors, il faut qu'elle soit signée, premièrement, par au moins 50% de ces organisations syndicales. Je vais y revenir. Et puis derrière, il y a donc le contrôle de conformité de l'ARS. Donc, c'est l'ARS qui va vérifier si le contenu de l'accord n'est pas contraire à la réglementation ou est contraire à l'accord de niveau supérieur qui a été engageant pour l'établissement qui a signé l'accord. Donc, condition 1, il faut qu'il soit signé par au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des OS habilités à négocier lors des dernières élections professionnelles. Ensuite, il y a aussi la nécessité que l'accord soit publié par voie numérique ou par tout moyen, avec une entrée en vigueur au lendemain de la publication ou à une date qui est fixée par le décret. D'accord, et donc il n'y a pas de contrôle de légalité, mais un contrôle de conformité pour s'assurer que l'autorité administrative n'a pas dépassé les bornes réglementaires et a bien respecté l'économie générale d'un accord de niveau supérieur. C'est bien ça? C'est ça, c'est ce contrôle de conformité par l'Agence régionale de santé. Alors, schématiquement, comment ça se passe? Je transmets l'accord signé à l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé vérifie la conformité aux normes supérieures. À partir de là, elle peut constater qu'il y a conformité, auquel cas l'accord peut être publié, ou alors constater qu'il n'y a pas de conformité. Et dans ce cas-là, on va transmettre cette non-conformité au CSE. Alors, en pratique, entre les deux, entre conformité et non-conformité, l'ARS a tout à fait la possibilité de poser des questions et de demander au directeur la raison pour laquelle, des précisions sur telle ou telle modalité de rédaction ou s'étonner, ou avec le langage fonction publique d'État que vous connaissez bien, de type d'éléments. Par exemple, là, il y a un client conseil qui a eu un retour de l'ARS en ce qui concerne la rémunération des contractuels et qui se posait des questions sur ce qui avait été négocié sur la rémunération des contractuels. Et puis, du coup, l'employeur a répondu en droit, d'ailleurs, en disant pour les contractuels, je fais ce que je veux. Et quelque part, j'ai un grand pouvoir. Et donc, j'ai négocié la rémunération de telle manière. Bon.
Donc, entre les deux, entre conformité et non-conformité, il y a possibilité d'avoir des questions. Et l'Agence régionale de santé a-t-elle un délai? Alors, oui, elle a un délai de 2 mois à compter de la réception de l'accord. Et elle peut prolonger d'1 mois, justement, lorsqu'elle demande un complément d'information, comme j'en ai donné l'exemple il y a quelques instants. D'accord. Et si l'ARS ne répond pas? Alors, tu le sais, Camille, quand une administration, par rapport à un usager, ne répond pas, le silence pendant 2 mois vaut acceptation. On a 2500 exceptions et dérogations. Parmi les dérogations, on a les relations entre l'agent public et l'employeur. Donc, quand un agent public demande à quelque chose à l'employeur, le silence gardé pendant 2 mois vaut refus. Et à cette dérogation, on a des exceptions. Là, on est dans des relations entre administrations. Donc, il n'y a pas de règle générale. Du coup, elle est posée par le décret, et le décret nous dit que eh bien, le silence pendant au moins 2 mois, l'accord pendant 2 mois ou 3 hein, s'il y a une demande, hein, mais le silence de l'ARS vaut accord, et donc l'accord peut être publié. Et merci. Et donc, est-ce que ces accords sont définitifs ensuite? Eh bien, comme je le disais, pas nécessairement. D'abord, ils peuvent être conclus à durée déterminée, donc on n'est pas limité dans le temps. Si je prends par exemple la forfaitisation et la majoration des heures supplémentaires, ce sont des possibilités, des thématiques sur lesquelles on peut éventuellement négocier. Et si on négocie sur ces questions-là, forcément l'accord il est limité dans le temps, puisque pour l'instant la surmajoration à travers la forfaitisation, elle est limitée à 3 ans. Donc forcément, ça sera du CDD, enfin de l'ADD, de l'accord à durée déterminée. Donc déjà, il y a ça. Et deuxième chose, eh bien, les accords peuvent être révisés, suspendus, voire dénoncés. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais brièvement nous préciser ces modalités, justement? Avec plaisir, hein, sur cette partie de suivi de l'accord. Donc, on est d'accord que les accords mentionnent, je vous l'ai dit, les calendriers et leur éventuelle durée de validité. Mais on a aussi un point que j'ai gardé pour maintenant, ce sont les conditions d'examen par le comité de suivi de l'accord, puisque il y a l'obligation pour chaque accord d'avoir un comité de suivi qui est désigné pour chaque accord conclu et dont d'ailleurs les modalités de désignation peuvent être stipulées dans l'accord de méthode. Et ce sont des membres désignés parmi les OS signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente, qui va qui va avoir comme objectif de suivre ces accords qui peuvent, comme je l'ai annoncé, être modifiés. Donc, à l'initiative de cette modification, j'ai plusieurs possibilités. Premièrement, j'ai l'autorité administrative signataire, donc l'employeur qui dit bon, ça serait bien qu'on modifie l'accord. Deuxièmement, c'est les organisations représentant la majorité au moins des suffrages exprimés qui peuvent demander la révision des accords dans les mêmes conditions que l'accord initial, donc avec la même procédure, je demande, et derrière, l'employeur décide ou pas de modifier, de mettre sur l'accord la modification de ces accords. Alors, on a eu une suppression de la condition de signataire. C'est pour ça qu'elle n'y est pas, parce que généralement, enfin, dans le texte, on nous dit que ne pouvaient demander la révision des accords que les organisations syndicales signataires représentant la majorité au moins des suffrages exprimés. Et cette condition a été supprimée par un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 2022, numéro 45-64-25. Et donc, c'est pour ça que vous ne retrouvez pas dans la diapo cette condition d'avoir été signataire.
Et il me semble aussi, Florent, que ces accords peuvent être suspendus. Oui, on peut suspendre les accords, soit à l'initiative de l'autorité administrative signataire de l'accord, soit en cas de situation exceptionnelle après un préavis de 15 jours pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Et bien entendu, l'employeur il doit informer les OS des motifs justifiant la suspension de l'accord et le cas échéant, le renouvellement de cette suspension. On a enfin aussi la possibilité de dénoncer les accords. Donc, deux cas de dénonciation, soit à l'initiative de l'autorité administrative, soit, alors là, on a toujours le mot signataire parce que il n'y a pas eu de jurisprudence là-dessus. Bon, c'est un petit peu différent hein, que la demande de révision, puisque dans l'idée de la dénonciation, on est quand même sur le fait d'avoir été d'accord à un moment ou à un autre, mais donc soit l'autorité, soit les organisations syndicales signataires, qui représentent au moins la majorité des suffrages. Ça ne concerne que les accords à durée indéterminée, et seulement en théorie lorsque les clauses ne peuvent plus être appliquées. Donc, ce n'est pas tellement une question d'opportunité. Autant sur la révision, on a de l'opportunité, autant sur la dénonciation, c'est un état de fait. On ne peut plus appliquer les éléments de l'accord. Et il y a un préavis d'1 mois avant la négociation. Alors, quelques bonnes pratiques hein, sur la mise en œuvre de la négociation collective. Eh bien, je l'ai dit en amont, c'est vraiment très important de savoir sur quoi on négocie et donc d'identifier, d'une part, les OS habilités à négocier, mais surtout de définir les modalités de la négociation. Combien de personnes représentent les OS représentatives, combien de personnes représentent l'administration, quelle est la durée et le calendrier des négociations. On ne part pas sur une négociation à durée indéterminée. Il faut quand même se dire, voilà, on part sur une négociation pour une durée de 6 mois. Et si au bout de 6 mois, on n'a pas réussi à trouver une solution, dégagé, j'arrête la négociation et je prends éventuellement ma décision unilatérale. Bien s'entendre sur le sujet, hein, donc ce qu'il est possible de négocier dans la limite de la réglementation et de l'éventuel accord de niveau supérieur, identifier l'objectif de la négociation et préparer la négociation avec un état des lieux, des retours éventuellement des agents et des synthèses de la réglementation. Si je rebondis hein, sur la question du plan de titularisation, plutôt de la déprécarisation de l'emploi précaire, comme je le disais, chez beaucoup d'employeurs aujourd'hui, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau hein, parce qu'il y a un grand désamour constaté pour la titularisation, voire le CDI. Hein. Il y a plein de directeurs d'établissement qui me disent moi, les agents, ils arrivent, ils me disent je veux un CDD et pas un CDI. Donc, l'accès à l'emploi titulaire, est-ce que c'est vraiment pertinent de se battre sur un accord alors que finalement il n'y a pas d'envie? Donc, on peut préparer, on peut faire même un petit questionnaire comme ça pour les agents en contrat, pour demander ceux qui souhaiteraient être titularisés ou pas, pour se dire si oui ou non on se lance dans ce plan ou pas. Parce que l'obligation, toujours, c'est de tenter de négocier, c'est pas d'arriver à une négociation en tant que telle. Et puis rappeler hein, quand même que la négociation, c'est un échange. C'est un échange qui doit se faire de manière transparente et loyale, sachant quand même que derrière ce qu'on va négocier, eh bien, pourra justement être opposable devant le juge administratif. Donc, essayer de le faire loyalement et honnêtement, c'est, à mon sens, quelque chose d'important. Tu as d'autres questions, Camille? Non, merci Florent, c'était très clair. Avec plaisir. Alors, est-ce